14h12 sur All for Pack TV, bienvenue pour ce grand débat passionnant consacré aux emballages d'aujourd'hui et de demain, actifs, intelligents, connectés, peut-être même tout cela à la fois. Évidemment, beaucoup de recherches et de développement depuis des années sur le sujet. Quel est l'état de l'art? Bien, pour en débattre avec nous en plateau, Linda Montboren, vous êtes fondatrice de Smart Impact Consulting et vous êtes professeur adjoint en commerce international. Bienvenue. À côté de vous, Abdellah Hadji, vous êtes professeur titulaire de la chaire de recherche CRSNG Industrie 3 SPAC, c'est tout ça à la fois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes professeur et chercheur au département de génie chimique à l'École Polytechnique de Montréal. Bienvenue. En face de vous, Gilles Lenon, vous êtes président du Centre technique du papier, le CTP, et directeur de TechPap, qui est une filiale destinée à la fabrication et à la commercialisation de matériel spécialisé. À côté de vous, Hervé Aulien, Samsung Electronics. Alors, on connaît un petit peu cette petite PME, finalement, hein. Directeur de la division Home Appliance. Bienvenue sur notre plateau. Et on commence avec vous, Linda Montboren, parce que on a besoin d'abord de définir notre sujet qui est extrêmement vaste finalement. Vous avez vous-même écrit une thèse sur le marché des smart packaging, voilà. Qui n'ont pas de traduction précise en français. C'est pour ça qu'on est un peu hagard avec ça et voilà. On rajoute plein de mots, hein, parce qu'en anglais c'est smart, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu la terminologie, la richesse de tous ces emballages? Oui, bien sûr. Alors, en réalité, les smart packaging se divisent en deux parties, intelligent packaging and active packaging. On va les emballages. Il y a ceux qui agissent actifs. Et ceux qui réfléchissent, quoi, en gros. Il y a ceux qui transmettent les informations, ce sont les emballages intelligents, et les emballages actifs, ce sont des emballages qui interagissent avec le produit. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence vraiment par les emballages actifs. Oui, tout à fait. Voilà. Alors c'est une très grande partie, elle englobe énormément de technologies possibles, des absorbeurs d'oxygène, absorbeurs d'éthylène, il y a énormément de possibilités. Après des relargueurs, pareil, il y a plusieurs possibilités, relargueurs Les relargueurs. Oui, voilà. Relargueurs. Ouais. Ça veut dire qu'au lieu d'absorber un élément, un matériau, on est en train de relarguer, on est en train de l'ajouter dans l'espace-tête ou dans l'aliment. Donc des substances voilà, qui des sont substances destinées... qui peuvent être du CO2, de l'oxygène, de l'éthanol. Il y a pas mal de choses possibles. Après, vous avez aussi des emballages autochauffants, auto-refroidissants. Vous avez énormément de possibilités, des emballages antimicrobiens, évidemment. Des emballages antimicrobiens, on les classerait avec les antioxydants, les antifongiques, tout ce qui est protection de l'aliment également. Et en dernière catégorie, on peut aussi, dans les divers, classer les emballages comestibles, parce qu'il y en a. Ou du moins, on essaie d'en avoir. Des emballages qui ont vocation à être mangés. Oui, voilà. Et qui ont vocation à être mangés. Alors, c'est aussi... C'est quelque part une belle fin de vie pour un emballage. Voilà, mais ça pose quand même un problème, parce que l'emballage, il a initialement pour but de protéger évidemment l'aliment. Ça veut dire qu'un emballage comestible doit avoir un suremballage par-dessus. Sinon, encore une fois, on aurait un problème d'hygiène. Il serait mangé dans le rayon. Voilà, aussi, oui. Mais il y a pas mal de développement là-dessus, hein, sur les emballages comestibles également. Alors, on a effectivement là des emballages actifs qui sont des emballages, donc, comme par définition, qui agissent sur le contenu, en particulier très présent dans l'alimentaire. Oui, alors moi j'ai consacré ma recherche sur l'alimentaire et le pharmaceutique, c'est déjà pas mal. Et ça le couvre pharmaceutique, bien sûr. Ouais. Ça couvre énormément de possibilités. Il y a aussi énormément de contraintes réglementaires par rapport aux emballages actifs, ce qui fait qu'on n'a pas le moyen de couvrir tous les sujets à la fois quand on parle de ces emballages. Très simplement, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a finalement dans les packaging de nos aliments. Quels sont ceux qui sont déjà commercialisés et qui fonctionnent? Alors, là, il faudrait faire une distinction entre le marché européen, qui est très peu approvisionné en emballage actif, peu ou pas, étant donné que la législation sur les emballages actifs a été passée en 2010. Oui. Et quelque part, c'est un obstacle, au fait, quand on dit jusqu'où aller, finalement, on n'est pas allé très loin. Non, on n'est allé nulle part, en fait. On n'est pas allé très loin. Ouais. Non, on n'a pas décollé, étant donné que déjà on bloque l'importation des produits étrangers, japonais et américains, là où ils ont un grand savoir-faire, et en Europe, on a énormément de problèmes pour démarrer. Ouais. D'accord. Il y a des petites sociétés par-ci par-là qui font... en France, il y en a une. On peut dire même en Europe, c'est la seule, qui fait des absorbeurs d'oxygène, les laboratoires standards, mais aussi à très petite échelle. Ouais. À très petite échelle, effectivement. Quels sont les freins? Parce que, bon, là, vous venez clairement
de nous donner le frein réglementaire, puisque la réglementation est très récente. Oui, l'argumentation. Est-ce qu'il y a des freins économiques ou liés aux consommateurs, puisqu'on dit le sujet c'est jusqu'où aller? Oui, il y a des freins à peu près à tous les niveaux. Il y a la réglementation évidemment. D'ailleurs, juste pour ajouter un mot là-dessus, l'Europe est la seule zone au monde, si on veut, avoir une réglementation spécifique aux emballages actifs. Dans les autres pays, c'est un emballage comme un autre, et donc voilà. Donc il y a ce problème-là. Il y a d'autres problèmes. Il y a évidemment le problème des coûts qui sont quand même relativement élevés pour certaines technologies. Je pense qu'ils pourront confirmer au niveau des antimicrobiens, on a des coûts quand même assez élevés. D'autres éléments, on a aussi un passif avec des technologies en place qui sont en général des atmosphères modifiées, et on a une très bonne connaissance de ces technologies. Et donc il y a une résistance au changement. Voilà, on a une résistance au changement. Les industriels ne sont pas prêts à changer toute leur chaîne de fabrication, ce qui est évident. Et puis on a les consommateurs, évidemment, qui ne sont pas prêts d'accepter la présence de sachets, des intrus directement en contact avec l'aliment. On a pas mal de problèmes. Oui, et puis il y a cette histoire d'augmentation des DLC, des dates limites de consommation. Il y a aussi une augmentation. Qui peut aboutir à l'inverse de l'effet recherché, c'est-à-dire que ça donne peur aux consommateurs. Oui, tout à fait. Oui. On ne peut pas vendre une viande qui serait en péremption dans 6 mois. Quoi. Oui, ça paraît c'est exactement ça. Ça va plutôt faire peur aux consommateurs que de leur assurer. Oui. Je voudrais qu'on passe la parole à vous, Abdelhadji, donc professeur titulaire de la chaire, donc, dont je ne repréciserai pas le nom, au département de génie chimique à l'École polytechnique de Montréal. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition déjà de départ entre les deux catégories, emballage actif et connecté? Emballage actif... Rapprochez le micro bien de votre menton. Emballage actif, c'est effectivement un emballage qui interagit avec l'aliment, donc qui a un effet sur l'aliment, mais qui ne donne pas nécessairement d'informations pour le consommateur bien vers l'extérieur. Il ne donne pas l'information. Il ne donne pas l'information. Mais il agit. C'est déjà pas mal. C'est ça. Alors que l'emballage intelligent, bien smart aussi, c'est un emballage qui n'agit pas nécessairement sur l'aliment, mais qui donne une information vers le consommateur, bien vers l'utilisateur, en fin de compte. Et c'est là la distinction que, je pense que ça rejoint pas mal la définition que Madame a donnée. Alors vous travaillez sur les deux catégories, les emballages actifs et les emballages intelligents. On vient déjà d'entrée de jeu de soulever des freins finalement au développement des emballages actifs. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous pensez que ça va évoluer rapidement? Il y a des domaines où ça évolue, donc je pense les absorbeurs d'oxygène ou les absorbeurs en général, ça progresse plutôt bien. Moi, je connais bien l'Amérique du Nord, mais nous, c'est en utilisation, les absorbeurs d'oxygène en particulier. Vous en avez beaucoup? Il y en a beaucoup aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, au Canada, oui, il y en a beaucoup. Au Canada aussi? Dans des sachets qui sont incorporés à l'intérieur de l'aliment emballé ou directement dans le film d'emballage. Parce qu'il y a les deux catégories. On peut les avoir séparés ou les incorporer directement dans le film d'emballage. Donc ça, c'est très commercialisé aux États-Unis et au Canada. Et au Canada. Donc, les produits secs, par exemple, comme les noix... Les fruits secs. C'est ça, où la présence d'oxygène peut être très dommageable, ou les produits qui sont périssables rapidement. Donc ça aussi, c'est un domaine où les applications se développent rapidement. Les fameux relargueurs de CO2 sont utilisés aussi? Ils sont utilisés, je connais un peu moins, mais je sais qu'ils sont utilisés dans certaines applications. Oui, en effet. D'accord. Alors, vous avez une spécialité à l'Université de Montréal. Actuellement, vous effectuez vos recherches sur l'utilisation de nanostructures et de nanocomposites et en utilisant le procédé d'électrofilage. Alors vous allez nous expliquer ça. Moi, tout ce que j'ai compris, c'est que par exemple, vous utilisez du chitosan. C'est la structure des carapaces des microcrustacés. Racontez-nous tout ça, parce que c'est assez amusant quelque part. Les carapaces des crustacés, donc crevettes, crabes, etc., donc de produits de la mer, c'est la chitine, ce qu'on appelle la chitine. Et la chitine, quand elle est récupérée et puis traitée avec un traitement, on la transforme en chitosan. Et ce matériau-là, donc selon ce qu'on appelle un degré de déacétylation, donc c'est un nombre de groupements chimiques que l'on va incorporer. On veut pas que vous nous perdiez. Non. Imagine juste, on modifie la structure chimique pour introduire des groupements chimiques spécifiques qui donnent les propriétés spécifiques au chitosan, donc antibactériennes, ou bien qui va absorber les métaux, ou bien il est utilisé dans plusieurs applications.
Et entre autres, nous, on l'utilise pour le développement d'applications antibactériennes. Et maintenant, pour le procédé d'électrofilage, c'est un procédé avec lequel on fait des nanofibres. Donc, c'est juste, on soumet une solution qui contient un polymère, un matériau comme du chitosan, à un champ électrique, donc en 2 bornes. Et ce que ça fait, ça fait des filaments. Et le solvant s'évapore en forme de nanofibres. Et ça permet d'enduire donc... on peut obtenir comme des feuilles de papier, feuilles en papier qui peuvent être utilisées soit sous la viande, par exemple, pour... D'accord. Voilà, on arrive à l'application concrète. À l'application concrète, ou bien on peut enduire aussi un produit, comme Madame a mentionné l'induction. On peut aussi induire un produit avec ça, ou aussi en micro ou en nano... en nanogouttes. On peut aussi l'utiliser cette fois. Linda Montburen parlait du coût. Est-ce que cette découverte s'industrialise à faible coût? Pour le moment, non. C'est un procédé assez coûteux. Ouais. Donc, et pour beaucoup de technologies antimicrobiennes, les antimicrobiens maintenant, il n'y en a presque pas sur le marché. C'est vraiment très spécifique. Est-ce que c'est un développement quand même promis à un grand avenir? J'imagine que oui, les antimicrobiens. Le potentiel et l'intérêt est grand, mais il y a des barrières tant de coûts que de performance. C'est un des problèmes. Par exemple, la compagnie Silder, j'avais vu récemment, ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent sur le développement de Silder et les 600 exposants. Ils ont beaucoup d'absorbeurs d'oxygène, par exemple, tant en film qu'en sachet. Mais l'antimicrobien, ils n'ont toujours pas de solution et c'est à cause des performances, ce n'est pas à cause des coûts. Oui, c'est ça. Alors, je m'adresse à vous maintenant, Gilles Lenon, Centre technique du papier. Donc, vous êtes le président et également TechPap. Alors, vous préparez à partir de papier, de fibres de papier, des emballages actifs. Oui, alors, tout d'abord, on essaye de résoudre une équation un peu insoluble. L'emballage, c'est un vrai paradoxe. C'est un produit qui est techniquement compliqué et qui est généralement acheté pour son aspect. Les pays développés cherchent à le réduire, alors que les pays moins développés en manquent cruellement. Et les consommateurs choisissent souvent les produits les plus, voire les mieux emballés, alors qu'on cherche à diminuer ces emballages. Oui, c'est une problématique lourde. Voilà, on essaye de prolonger la durée de vie des produits emballés, mais dès que le consommateur a acheté le produit, il souhaite le voir disparaître au plus tôt. Et donc on pense que les papiers cartons ont tous les atouts pour répondre à ces paradoxes. C'est un matériau biosourcé par excellence, qui est extrêmement recyclé et recyclable, qui est biodégradable et qui est imprimable. Et grâce à ces 4 valeurs, on peut satisfaire les 4 fonctions essentielles d'un emballage, savoir protéger le contenu et de son environnement, informer le consommateur sur les DLC ou porter des informations légales, signaler, c'est faire vendre et se distinguer de la concurrence et exprimer aussi des valeurs d'une marque et véhiculer une image du contenu. Et tout ça font que l'emballage papier-carton va évoluer fortement demain et sera probablement un des emballages du futur. Dans un monde ultra connecté, on s'est posé la question comment faire de ce matériau je dirais, qu'il entre dans la danse de cette innovation finalement. Voilà. Oui, c'est un produit de commodité et comment en faire un produit qui répond à des attentes nouvelles des consommateurs. Et vous avez des choses à nous dire parce que c'est ce que vous m'avez dit, donc je vais vous citer. On déconstruit la fibre de cellulose pour utiliser les microfibres et rendre le papier plus solide, formable à l'envie et donner des propriétés actives. C'est passionnant. Oui. Disons, faut nous donner à rêver. Faut vraiment nous donner à rêver. La première étape a été de vouloir faire de ce support un support qui interagisse avec son environnement. Donc on est parti sur la voie de l'impression avec l'électronique imprimée. L'idée, c'était de faire un circuit électronique à la surface, les grandes surfaces des emballages, pour pouvoir communiquer avec son environnement. Donc c'est passé par différentes étapes. On a d'abord maîtrisé la fabrication de lignes conductrices avec des encres spécifiques. Ensuite, on a développé des tags RFID bas coût, à quelques centimes. L'idée, c'est d'avoir une antenne imprimée et reporter le transcodeur avec un système de report et une voie de communication entre l'antenne et ce transpondeur par voie électromagnétique. Voilà, la connectivité, donc sans fil.
Et ensuite, on a été encore plus loin, c'est le dernier développement qu'on a fait, c'est des circuits imprimés multicouches qui sont réalisés sur des machines d'impression classiques et pas en salle blanche et qui nous permettent de développer des fonctions assez simples de l'électronique, comme on le saurait le faire avec l'électronique classique. On a par exemple là donc un circuit imprimé directement sur le papier. Voilà, qui a été que vous montrez produit là. en roll-to-roll, c'est-à-dire en continu, et qui permet de faire des schémas électroniques avec des résistances, des capacités, des afficheurs, etc. Tout ça avec des encres résistives, des encres conductrices ou des encres spécifiques. C'est-à-dire conductrices de quoi? D'électricité? Alors, pour activer un circuit comme ça, il faut une source d'énergie. Oui. Et aujourd'hui, notre choix, ça a été d'utiliser l'énergie de votre smartphone. C'est-à-dire que le support lui-même n'a pas de source d'énergie et on va aller capter l'énergie de votre smartphone pour activer le circuit et donner une réponse. Alors, ça répond à des attentes nouvelles, par exemple, sur la lutte contre la contrefaçon. Avoir, par exemple, un afficheur, dès que vous approchez votre téléphone, qui va changer de couleur et vous dire « oui, c'est un produit véritable ». Donc là, la contrefaçon, elle est liée à la difficulté technologique de pouvoir reproduire ce dispositif. On est actif avec le monde extérieur. Voilà. C'est une nouvelle définition de l'emballage actif. Avec le tag RFID que je vous présente là. Alors montrez-le en l'orientant devant vous, en le laissant devant vous. Voilà. L'antenne est imprimée et le tag est reporté de façon à couvrir l'antenne. Et là, avec votre smartphone, vous pouvez interroger directement le tag et lire un certain nombre d'informations qui est porté par l'emballage. Et bien évidemment, ceci, on peut le faire dans les replis de l'emballage, donc il est complètement invisible, inviolable en quelque sorte. Voilà, on peut pas le déchirer. On peut, sur un système d'une palette de 1000 objets... Vous allez nous le remontrer parce qu'on a la capacité à zoomer sur votre main, je crois. On va essayer de... Voilà, alors là on voit mieux maintenant. Donc on est sur un format papier d'une épaisseur faible, finalement. Faible, oui. On peut le faire sur du carton, on peut le faire sur des feuilles. Tout type de support, papier, carton. C'est de l'impression. Voilà. Et le report... Et l'application, c'est l'anti-contrefaçon, principalement. L'anti-contrefaçon, la traçabilité d'accord, dans la logistique. On est capable, sur une palette qui a plus de 1000 objets, de pouvoir distinguer à l'unité chacun des objets et chaque information sur chaque objet. Et pour un coût de quelques centimes. De quelques centimes. Voilà. Ça s'appelle le Descartes, ça a été breveté 2-3 ans et on est en voie de l'industrialisation. Les essais industriels ont été réalisés et ça fonctionne. Alors tous ces développements nous ont poussé à remettre en question l'évolution de notre matériau papier-carton. Et c'est là que on va aller chercher des sources d'inspiration dans la nature. L'idée, c'est de regarder ce que c'est mieux faire la nature pour s'en inspirer et faire évoluer la structure de nos matériaux. Alors là, on parle de ce que je lançais tout à l'heure comme sujet, c'est-à-dire vous utilisez les microfibres de cellulose pour donner... Alors quel type de propriété au papier? Alors, des propriétés de résistance. On travaille sur l'allègement. On peut gagner plus de 30% en gain de poids ou en résistance. Donc là, vous intéressez tous les clients potentiels quand vous dites ça. On gagne également en propriété barrières. On arrive à avoir des barrières qui sont des barrières au gaz, aux graisses, à l'eau. Le talon d'Achille... À quand la bouteille de gaz en papier 3 fois moins lourde? Alors... On y est presque. Je ne peux pas vraiment vous en montrer parce que les prototypes sont chez nous. La dernière a explosé, non? Non, pas la bouteille de gaz, mais la bouteille d'eau gazeuse, par exemple. On l'a fait en prototype et aujourd'hui, on est en voie de développer à un stade industriel ce projet. Vous savez qu'en France, on est leader européen de la cellulose moulée. Or, quand on parle de cellulose moulée, la seule image qu'on ait d'un point de vue industriel, c'est la boîte à œufs. Et aujourd'hui, on sait faire bien mieux que ça. On sait faire la boîte à bœuf, bien sûr. Et voilà, on va même beaucoup plus loin puisqu'on est arrivé à faire des bouteilles moulées d'une pièce qui sont barrières, bien sûr, au liquide et au gaz. Donc on peut contenir de la bière, des bouteilles d'eau en papier, bouteilles d'eau en cellulose, avec un traitement, une technologie qu'on a développée pendant une dizaine d'années et dont la première a été faite en Corée, justement, première industrielle, c'est la chromatogénie. On a réinventé le Gore-Tex sur papier, c'est-à-dire que c'est respirant. C'est respirant et c'est barrière à l'eau.
Et donc, grâce à ce développement-là, on a franchi un cap et on a été capable d'empiler les traitements pour avoir toute la complexité des barrières pour répondre à des attentes de l'agroalimentaire. Mais alors là, vous avez fait le contraire d'un emballage actif, vous avez fait un emballage parfaitement passif, finalement. Oui, l'activité, nous, on la voit via l'électronique imprimée. Ouais, aujourd'hui, comme vous le disiez à juste titre... C'est même intelligent, quelque part. Ouais. La réglementation nous freine dans ces développements. Et c'est vrai que la voie des emballages actifs, c'est pas une voie qu'on a beaucoup explorée, parce qu'on ne doit pas induire de modifications organoleptiques des aliments emballés. Et donc, dès lors qu'on a des principes actifs qui sont libérés par l'emballage, on est plus conforme à la réglementation. Donc, on sait faire. Il y a des très belles choses qui se font en recherche fondamentale. On pourra en parler des heures. Ah oui, mais d'un point de vue industriel, aujourd'hui, le frein, c'est l'environnement réglementaire du packaging qui nous interdit de le faire. Ouais, d'accord. Confirmation du côté de vous, Linda Montboren, parce que alors là, on a vraiment un feu d'artifice d'innovation. Là, c'est très intéressant. Alors, la partie RFID, ça reste un emballage actif, c'est imprimé, intelligent, et la partie, si j'ai bien compris, relargage d'éléments dans l'emballage, ce serait la partie active. Il y a un problème, il y a un frein forcément de la réglementation. Alors, elle n'interdit pas complètement, mais elle interdit partiellement avec des âges tellement bas de migration possible entre le packaging et l'aliment qui sont très difficiles à mettre en place. Oui, effectivement. Alors là, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu des emballages intelligents, puisqu'on a longuement parlé des emballages actifs. Vous nous avez permis la transition sur les emballages intelligents. Comment est-ce qu'on les définit? Donc, ils donnent une information. Ils donnent des informations à l'utilisateur. Ce qui fait des emballages connectés, des emballages intelligents, quelque part. Voilà, c'est une catégorie d'emballage intelligent, tout à fait. Voilà, donc, tout ce qui est RFID, emballage communicant et indicateur. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, Hervé Ollien, vous qui êtes directeur de la division Home Appliance chez Samsung Electronics, ça doit vous faire rêver quand même quelque part. Alors bien sûr, mais il y a le rêve d'ingénieur et puis après il y a la réalité des consommateurs. Ah mais là on est dans la réalité. Là. Alors certes, mais la réalité du marché d'aujourd'hui, entre l'acceptation des consommateurs, est-ce qu'ils sont prêts à accepter sur leurs emballages, et la complexité que ça peut rajouter dans l'utilisation. Pour un industriel et pour le consommateur. Pour un industriel, pas tellement. Je veux dire, les technologies, elles sont prêtes aujourd'hui. On va sortir bientôt, très bientôt, dans les toutes prochaines semaines, un réfrigérateur connecté. Le premier qu'on va réellement commercialiser. Mais c'est notre 4e génération. Mais oui, parce qu'on en parle depuis longtemps du fameux depuis très longtemps. Samsung. Ça fait 10 ans que le premier a vu le jour. Ouais. Donc ce produit-là va, pour la première fois, être commercialisé. On le voit à l'écran prochain. Dans une très belle cuisine. Absolument. C'est pas chez moi, mais... Mais en tout cas, pourquoi 4e génération? Parce qu'on en a fait beaucoup des générations. Ouais, on a mis des lecteurs de code barre où il fallait que le consommateur, des lecteurs de code barre à l'entrée du produit. Donc que je suis consommateur, je viens de faire mes courses, je scanne mon produit à l'entrée d'un réfrigérateur. Alors que je l'ai déjà scanné dans l'hypermarché. Alors j'ai déjà scanné dans l'hyper, je le scanne à la sortie pour dire au frigo que éventuellement je l'ai consommé et donc il faut le recommander et le mettre dans la liste de courses. Et puis maintenant encore plus fort, on peut même scanner dans la poubelle. Éventuellement scanner dans la poubelle. Et puis ça fait trop. Le problème de l'emballage, c'est que par définition, sur emballage d'un pack de yaourt par exemple, il n'y en a qu'un. Donc une fois que vous avez scanné votre emballage de 12 yaourts, comment on sait s'il en reste 8, 6, 4, 2? Donc on avait imaginé des balances sur les clayettes, mais il fallait pour ça que le consommateur remette à chaque fois qu'il prenait un produit dans son réfrigérateur, le restant au même endroit. Inutile de dire que quand on confronte ça à la vraie vie des consommateurs, ça ne marche pas du tout. Donc alors, si on résume bien, vous, l'emballage intelligent, connecté, ça vous botte pas, quoi, chez Samsung Electronics? En tout cas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, si on est un peu pragmatique, d'abord, il n'y a pas de base de données mondiale sur l'ensemble de l'alimentation. Donc il est impossible aujourd'hui pour nous, industriels, fabricants de produits électroménagers, de se procurer une base de données de l'ensemble des produits alimentaires commercialisés dans le monde. Même en France, déjà, c'est pas possible. Déjà, premier problème. Deuxième problème, aujourd'hui, si on parle des produits de maintenant, le seul élément qu'on a sur un emballage, c'est le code barre. Le code barre, il n'y a pas de date de péremption. Donc ça veut dire que malheureusement, ça ne suffit pas. Mais comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé? Alors, on y a pensé. Il y a d'autres pays où il y a déjà des choses qui existent. Linda, mais en France, pas encore. En fait, je vois bien un pont entre les technologies imprimées et RFID qui contiennent toutes les informations, oui, c'est ça, c'est par rupture de chaîne de froid, etc., et qui peuvent en effet se connecter avec un réfrigérateur, tout à fait. Ça, c'est possible. Mais oui, pouvoir mettre quand même la DLC sur le code barre, quoi. Enfin, alors, oui, absolument, ça paraît pas compliqué, mais aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas fait. Ouais. Alors du coup, pour vous, fabricants, c'est un casse-tête. Alors
Alors oui et non, parce qu'en fait c'est les consommateurs qui nous ont amené la réponse. Alors, et pourtant, parce que voilà, d'ici à 2020, vous avez déclaré, hein, donc 100% de nos produits à nous, Samsung, doivent être connectés. Alors c'est vrai. Alors c'est évidemment déjà le cas pour tous les produits d'équipement de la personne, hein, les smartphones, les tablettes, etc. On est déjà tous à titre personnel très connectés. En revanche, nos maisons sont encore restées à l'âge de pierre. Très peu de produits réellement Mais connectés vous savez, dans les maisons. l'investissement dans la pierre. On est d'accord. Bon, il y a évidemment des sujets d'interopérabilité des systèmes. Hein, chaque marque a développé son propre système d'information, donc évidemment, ça rend compliqué de faire Un communiquer des produits Samsung ne différentes marche pas marques. avec un LG Eh ben, en fait, chaque marque défend ou son avec un système. Sony. Ou, Chaque enfin, marque voilà. défend son système, donc on y viendra forcément. Il y aura probablement d'ailleurs pas qu'un système, mais peut-être un ou deux. En tout cas, à aujourd'hui, il n'y a pas d'interopérabilité Il n'y a pas de des systèmes. standard. Ça rend la maison connectée encore un peu rêve d'industriel et pas réalité de consommateur. C'est ça. Donc ce produit, pour revenir simplement très rapidement dessus, en écoutant les consommateurs, ils nous ont dit des choses très simples. Premièrement, tous mes produits dans mon réfrigérateur ne sont pas des produits sensibles. Le tube de ketchup des enfants, le pot de moutarde, on n'est pas 2 jours près pour la consommation. D'autant plus qu'au bout de 2 jours, le ketchup est fini. Donc, En plus, en fonction du nombre d'enfants. Et de hamburgers. Donc en fait, ils nous ont dit très simplement, il y a quelques produits simplement dans mon réfrigérateur qui sont sensibles et dont je veux être alerté quand ils arrivent à proximité de la alors, date de péremption. comment répondez-vous à l'alerte? Eh ben, on a fait le plus simple possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ferme la porte de ce réfrigérateur, le réfrigérateur prend une photo du contenu, de son contenu, donc qui est accessible sur son téléphone. Il quand je suis en train de fait faire mes courses. un Il self-frigérateur. fait un selfie. Et évidemment, c'est accessible sur l'écran du réfrigérateur. Et en fait, tout simplement, il y a des petites vignettes en haut de l'écran. Et en drag and drop, en faisant glisser la vignette sur l'aliment concerné, on va venir, en fonction du nombre de jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, on prend la vignette correspondante, on la fait glisser simplement sur l'aliment dont on veut être alerté de la date de péremption. Il y a une petite fenêtre de dialogue qui s'ouvre. On peut soit en reconnaissance vocale, soit en le tapant sur un petit clavier virtuel, taper par exemple salade. Mais Avec on le petit- doit rentrer la date limite de consommation Pas du soi-même. tout. En fait, on choisit le nombre de jours qui restent. Hein, Ok, le nombre ah de- bah oui, c'est simple. Parce que c'est pas forcément à la date de péremption que je veux consommer mon produit. Il peut y avoir Souvent bien avant. souvent un peu avant. D'accord. Donc le consommateur vient faire ce petit drag and drop, il rentre une petite information pour savoir ce que c'est et automatiquement il sera alerté sur son réfrigérateur et sur son smartphone quand le produit arrivera à péremption. Ou en tout D'accord. cas à la date à laquelle il souhaite le consommer. Ouais. Donc là, on a plus un mode collaboratif en quelque sorte. Oui, absolument. C'est ça. Mais votre réfrigérateur peut-il lui être connecté à d'autres sources d'informations? Alors bien sûr, donc au-delà de la gestion de l'alimentation, et on va déjà y intégrer plein de nouveaux services qui aujourd'hui ne sont pas possibles avec un réfrigérateur classique. Par exemple, dans mon application de recette qui sera embarquée nativement sur mon réfrigérateur, je choisis de faire une recette, automatiquement je vais transférer la liste des ingrédients dans ma liste de courses de mon enseigne alimentaire dont l'application sera nativement embarquée. Et là, vous avez une interopérabilité entre et là- l'application recette et l'application. Eh ben, on les développe grande en fait distribution. avec des partenaires. Ah d'accord. On développe des applications avec des enseignes alimentaires, des applications de recettes de cuisine. C'est une etc. sorte de connectivité détournée finalement, non pas du produit en tant que marque ou en tant que référence, mais en tant qu'utilité culinaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on part d'un principe simple, c'est que le digital n'a de sens que si ça simplifie la vie des consos. Ouais, Donc ouais. tout ce qui est compliqué, qui Intéressant. rajoute du temps, on laisse tomber et on fait des choses simples et pragmatiques. Alors on devait avoir également sur notre plateau la société qui est une start-up User. User qui n'est pas présente parce que ils sont excusés, ils sont pas assez dans l'entreprise pour déléguer quelqu'un aujourd'hui, donc on les excuse. Mais User parie sur la double connectivité, celle des objets et celle de la poubelle. La poubelle Eugène est une poubelle connectée qui permet de faire le tri des déchets d'emballage. Ils ont été présélectionnés pour aller à Los Angeles. Je vous propose de regarder un petit film tout de suite. Si on a le film. Ah, on n'a pas la vidéo. Bon, alors voilà. Donc c'était très simple. Elle durait 41 secondes. Donc je vous résume les choses. On utilise donc le code barre du produit. Il est reconnu par la poubelle, effectivement. Et elle dit simplement la destination, bac jaune, bac noir. Donc elle permet de faire le tri. Voilà. Mais il y a un point commun avec vos produits chez Samsung Electronics, donc Hervé Eolien, c'est que on ne parie pas finalement sur l'objet connecté, on parie sur le contenant finalement et la connectivité du contenant avec le consommateur. C'est pas bête non plus. En tout cas, c'est une approche pragmatique à la lecture de ce que, encore une fois, le consommateur est prêt à accepter et de ce que la réglementation nous autorise à faire aujourd'hui. Voilà, Il est c'est évident qu'il y aura plein de choses nouvelles et possibles qui vont arriver dans un avenir proche.
Mais maintenant, si on parle de ce qui se passe aujourd'hui, c'est une approche pragmatique. Monsieur Hadji, qu'en pensez-vous? Parce que là, on est en train d'expliquer finalement qu'il y a beaucoup de limites. On a plein de projets autour du papier, d'emballage. Ça, c'est absolument formidable et on sait qu'il y aura des applications très concrètes. On a un industriel qui est là pour nous dire « Attention, faites pas n'importe quoi » parce que nous, on écoute le consommateur. Juste une distinction avec les emballages intelligents, bien qui interagissent, qui donnent l'information. Il y a effectivement toutes ces technologies RFID ou bien Codabar ou des choses, pour les lectures, les TTI, les lecteurs, les indicateurs temps-température, Oui. mais eux qui ne donnent pas d'informations sur le produit emballé. Ils nous donnent juste l'information sur qui est marquée sur l'emballage par-dessus. Il y a une autre catégorie d'indicateurs, je dirais, ou bien indicateurs qui vont nous donner, mais l'information sur le produit lui-même. C'est comme le poisson, par exemple. Vous savez, si le poisson commence à pourrir ou à se dégrader, il dégage l'ammoniac, par exemple. Oui. Donc, si vous mettez juste un petit collant, quelque chose sur l'emballage, qui va vous donner l'information. Alors là, on revient dans l'alimentaire et ça peut peut-être vous intéresser parce que finalement, comme vous prenez déjà des photos des produits, si vous savez reconnaître demain le changement de couleur des emballages, Non, mais il est évident que... vous attendez que ça se démocratise. Il est évident que ce genre d'application sur les nouveaux emballages nous sera évidemment extrêmement intéressant pour nous parce que ça renchérit la pertinence des informations qu'on va donner aux consommateurs. Donc tout ce qui va permettre de renchérir, encore une fois, la qualité et la quantité des informations qu'on donne aux consos, ça nous intéresse, sous réserve que ça soit simple, encore une fois, d'usage et d'utilisation pour le conso. Alors vous êtes un chercheur, vous travaillez aussi à la simplification. Ben c'est ça. Nous, on travaille sur un concept simple, changement de couleur. Donc, si Changement de couleur. C'est ça. Donc, rapprochez le micro quand vous entendez bien. Donc, maintenant, comme je mentionnais pour l'ammoniac, c'est une base. Donc, il y a des réactions acides-bases qui sont assez simples, comme votre papier pH. L'ammoniac, c'est issu de la dégradation de quel type d'aliments? Poisson. Les viandes. Le poisson, il y en a beaucoup. Les viandes, il y a l'ammoniac, mais il y a d'autres gaz. Mais l'ammoniac est aussi parmi les gaz. Ou l'autre gaz qui est souvent cité, c'est le sulfure d'hydrogène, Ah, pardon, H2S. C'est la viande, ça. Ça aussi, c'est la viande. Les œufs. L'éthylène, c'est pour les fruits, le mûrissement des fruits. Donc, il y a un optimum d'éthylène. Si ça va au-delà, évidemment, ce n'est plus bon. De toute façon, après, on en fait de la compote, c'est pas grave. C'est ça. On peut, Je parle des fruits, évidemment. Donc, on peut développer des détecteurs, bien juste des molécules qui vont agir et qui vont nous donner une information par changement de couleur, soit par réaction acide-base, soit par un phénomène qu'on appelle la résonance ESPER. La résonance, c'est ça, la résonance plasma. Donc, c'est de plasma. Donc, et que ça fait, c'est des nanoparticules qui changent de taille et qui vont nous donner une couleur différente au fur et à mesure qu'ils sont attaqués. De maladie? Ça, c'est toujours pour des gaz. C'est juste, je parle juste de gaz qui sont présents dans l'environnement de l'aliment et qui sont dus à la dégradation ou à la détérioration de la qualité de l'aliment. Donc, à partir de certaines concentrations de ces gaz-là, on sait que ce n'est plus consommable. Donc, on va mettre, si la couleur est, mettons, on a travaillé sur bleu et jaune, par exemple. Bleu, c'est bon, et puis quand ça devient jaune, ce n'est plus bon. Donc, on a une limite dans le changement de couleur où on considère que le produit n'est plus bon. Alors, Linda, on va terminer avec vous. On a aujourd'hui, puisqu'on peut terminer sur l'alimentaire, on fera un petit mot sur le papier aussi. Aujourd'hui, on a le sous-vide qui permet de conserver plus longtemps, finalement, des aliments. Est-ce qu'il existe une solution de substitution par un emballage actif qui prive d'oxygène ou de CO2, d'ailleurs, ou des deux, je ne sais pas, et qui serait moins coûteux que la technologie, finalement, de sous-vide? Alors, quand on parle de technologie de substitution, il faut penser au fait qu'il faudra modifier toute la chaîne de production. Donc, moins coûteux, qu'est-ce qu'il faut voir? Au départ, non, bien sûr. Ensuite, il faut réfléchir à ce que le sous-vide règle le problème en général en surface. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'aliment. Et souvent, dans les plats cuisinés, la détérioration ne se fait pas en surface, mais se fait à l'intérieur. Et là, on a besoin, c'est pour ça qu'il y a un enthousiasme excessif, peut-être, de la part des chercheurs pour les emballages antimicrobiens, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Il y a cette solution. On n'a pas trouvé de solution. On a trouvé... je ne sais pas si vous êtes allé voir. Oui, c'est pour ça que vous êtes enthousiaste, c'est parce que justement vous cherchez. Donc c'est votre métier. Non, mais il y a énormément de publications. On constate qu'il y a une explosion de publications là-dessus. Et les antimicrobiens pourraient être la solution au sous-vide. Remplacé par d'autres gaz, c'est très spécifique. Ça dépend de l'aliment.
tout est... Voilà. Si vous voulez, par exemple, voir comment on va emballer des fraises, on aura plutôt des relargueurs d'oxygène et des absorbeurs de CO2. Alors que pour d'autres produits alimentaires, toujours dans le frais, on aura l'inverse. On a toujours cette notion de produits sensibles ou non sensibles, effectivement. Donc on peut comprendre que les technologies vont s'adapter quelque part à la sensibilité des produits, la sensibilité alimentaire. Il faut s'adapter à l'aliment. Il n'y a pas de cas général, il y a un cas par cas. Il faut toujours faire du cas par cas, on ne peut pas faire autrement. Alors Gilles Lenon, vous commercialisez, pour terminer sur le côté connectivité finalement avec le monde extérieur, l'industrialisation, la commercialisation, c'est prévu pour quand ? Alors, ça dépend quel développement. On parlait tout à l'heure... Imaginons donner des informations anti-contrefaçon, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, ce Descartag, là, il est opérationnel. Donc, il est déjà commercialisé ? Non, et il n'est pas... Parce qu'on a un autre problème, c'est la généralisation du dispositif. Oui. Aujourd'hui, les tags et RFID ne sont pas généralisés. Mais ça ouvre des perspectives intéressantes dès lors qu'on est capable d'adapter ce dispositif-là à des petites séries. Le frein au tag RFID, c'est que pour le dimensionnement de l'antenne, il était important de prendre en compte la nature du matériau et du contenu pour arriver à avoir une dimension d'antenne qui soit performante. Donc ça impose des grandes séries et pour baisser les coûts, il faut avoir un nombre d'unités important. Bon, il faudrait qu'alors les grands exposants sur All4Pack viennent vous voir. Oui, mais demain, il suffit, si on est capable de dimensionner l'antenne à des petites séries comme on le fait en imprimant, on a levé le verrou. Et donc, on a travaillé avec des grands groupes de la distribution sur cette technologie-là qui nous ouvre des opportunités importantes. De bien belles perspectives. Merci à tous nos interlocuteurs d'avoir participé à ce grand débat. Vous le voyez, les perspectives sont grandes, le débat est absolument passionnant, mais les freins existent et les industriels ont un besoin urgent de rationalisation des systèmes. L'information continue sur All4Pack TV. Si vous êtes attaché à l'étiquette, rendez-vous dans 10 minutes avec nous pour un focus spécial. Valoriser ses produits et sa marque grâce à l'étiquette adhésive, bien sûr. Excellent après-midi sur All4Pack.